À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons pour l'heure la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vais me permettre de saluer M. Charles Rémillard, président directeur général, M. Alexandre Gagnon, vice-président Travail et Capital humain, ainsi que Mme Audrey Langlois, conseillère principale main-d'œuvre et affaires publiques. Bienvenue à la Commission. Vous êtes des habitués, mais je vais quand même vous rappeler, vous avez une période de 10 minutes pour faire votre exposé et nous allons ensuite entreprendre une période de discussion avec les parlementaires. La parole est à vous. Alors, merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter également une belle rentrée parlementaire. Alors, Madame la Présidente, vous nous avez déjà présenté, donc je suis Charles Milliard, Alexandre Gagnon et Audrey Langlois qui m'accompagnent aujourd'hui pour la période d'échange. Vous aurez remarqué que j'ai aussi, on a, ma foi, pratiquement rempli la salle. Je suis accompagné physiquement, mais aussi virtuellement, de plusieurs personnes de partout au Québec qui représentent, je suis fier de le dire, la force de notre réseau. Vous connaissez la FCCQ, mais je rappelle quand même que notre organisation porte deux chapeaux. Donc, celui de Chambre de commerce provinciale avec plus de 1200 membres corporatifs de toutes les provenances et de tous les secteurs d'activité, mais aussi le fameux regroupement de près de 130 chambres de commerce locales et régionales. Alors, je remercie mes collègues d'avoir fait la route aujourd'hui, plusieurs régions du Québec, pour appuyer notre message sur le sujet crucial qui nous occupe ici. Les présentes consultations étaient vivement attendues par la communauté d'affaires, tout le monde le sait, et doivent permettre de dresser des constats et de donner une direction claire au dossier de l'immigration au Québec. Par contre, soyons honnêtes, s'il y a une chose qui sera difficile d'accomplir malgré toute la meilleure volonté du monde, c'est de dépolitiser totalement le dossier de l'immigration. Dans tous les systèmes démocratiques, la question de l'acceptation ou non de nouveaux citoyens soulève les passions. Ce qu'il faut collectivement souhaiter au cours des prochaines semaines, selon nous, c'est de réussir à objectiver, à documenter et à chiffrer au maximum la réalité migratoire du Québec pour ensuite permettre à nos élus, à vous, de trancher avec les faits disponibles. Bref, le maximum de science et le minimum d'émotion. Et ça vaut pour tous les partis. Notre mémoire contient 22 recommandations qui supportent évidemment, vous l'aurez deviné, une posture d'accueil beaucoup plus large à l'immigration. Mais dans l'intérêt du temps et par souci de complémentarité avec les autres intervenants, je souhaite mettre la lumière sur deux aspects aujourd'hui. Donc, l'importance des données pour réussir nos ambitions et la régionalisation de l'immigration. Le Québec est un exemple inspirant en Amérique du Nord quant à la mobilisation des acteurs sociaux pour dégager des consensus et pour rallier la société civile autour d'objectifs communs. La FCCQ est d'ailleurs fière de participer à plusieurs de ces forums. Je pense entre autres à la Commission des partenaires du marché du travail. Malheureusement, en matière d'immigration, ces instances se butent parfois à un certain mur d'opacité. En 2019, lors de la dernière consultation sur la planification de l'immigration pour 2020-2022, la CPMT a unanimement demandé au gouvernement de mettre de l'avant un tableau de bord gouvernemental en immigration afin de définir, mais aussi de quantifier notre capacité commune d'intégration. Malgré le soutien du gouvernement à l'époque, ce tableau de bord, force est de reconnaître, tarde à être rendu public et nous nous en désolons. Sans cet outil, l'utilisation de l'expression « capacité d'intégration » devient à tort un terme qu'on rejette parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, la capacité d'intégration, ce n'est pas un concept anodin, ce n'est pas un concept restrictif, ce n'est pas un concept négatif, bien au contraire. Connaître sa capacité d'intégration, c'est comprendre d'où l'on part, quelle est notre posture de base, et c'est s'aider pour savoir où investir pour réussir la promesse faite aux dizaines de milliers de personnes qui choisissent le Québec chaque année. Alors, encore une fois, plus de chiffres égale moins de rêves déçus. À la grandeur du Québec, on s'inquiète qu'il soit difficile d'obtenir les informations nécessaires afin d'évaluer, dans quelle mesure on peut réussir nos projets collectifs en immigration. Je pense, entre autres, évidemment, pour une région donnée, à la disponibilité réelle de logements, à la capacité d'accueil dans nos écoles, dans nos services de garde, à la capacité résiduelle de support par les organismes d'intégration et d'employabilité. J'ajouterais aussi à ça les infrastructures sportives, les infrastructures culturelles. Alors, la réalité du Québec, elle est plurielle et un seul chiffre de seuil d'immigration, même s'il fait souvent une bonne nouvelle dans les journaux, est insuffisant pour traduire cette réalité-là. C'est avec des données en main qu'on devrait diffuser publiquement que le gouvernement ira chercher le consensus social nécessaire au succès de sa politique. Les données quant aux besoins de main-d'œuvre sont connues, vous les connaissez mieux que moi même. Il y a encore près de 200 000 postes vacants au Québec à l'heure actuelle et Emploi Québec estime avoir besoin d'environ l'arrivée de 40 000 travailleurs de plus par année provenant de l'immigration.
Nous avons, vous le savez aussi, une connaissance assez précise des profils et des spécialités que nos entreprises recherchent ou rechercheront dans le futur proche. L'immense popularité de l'immigration temporaire est la démonstration flagrante, selon nous, des immenses besoins des employeurs et de l'incapacité relative des programmes d'immigration permanente actuels d'y répondre. D'ailleurs, ne vous trompez pas, un grand nombre de détenteurs de permis de travail temporaire, bien sûr, ont toujours eu l'ambition de s'implanter durablement au Québec. Malheureusement, le niveau des seuils d'immigration des dernières années a prolongé indûment l'attente de travailleurs étrangers qui souhaitent choisir le Québec et qui sont pourtant justement bien implantés, en emploi, vivant français même, la plupart, depuis plusieurs années. Au même moment, le gouvernement reconnaît dans le document de consultation, et on y souscrit entièrement, qu'un étudiant étranger étant au Québec depuis plusieurs années et démontrant une capacité suffisante de français a tous les atouts pour réussir son intégration à la société québécoise. Alors, cette logique serait tout aussi bonne en regard aux travailleurs étrangers ayant un statut temporaire. Pourquoi prolonger l'attente et la précarité d'un travailleur étranger en emploi et désirant rester au Québec? Selon nous, les travailleurs étrangers temporaires qui désirent bénéficier du programme de l'expérience québécoise ne devraient pas être soumis à une quelconque limite de seuil. À bien des égards, ils ont justement démontré non seulement leur capacité, mais leur volonté de s'intégrer chez nous. Évidemment, passer sous silence la question des délais de traitement des demandes reviendrait pour nous à mal faire notre travail. Alors, bien sûr, il est inacceptable pour nous qu'on se contente de viser un délai de traitement des demandes d'immigration en 12 mois, alors qu'il est de 6 mois pour les demandes faites ailleurs au Canada, et le Québec fait partie du Canada, du moins la dernière fois que j'ai vérifié, en passant par le programme Entrée Express. Alors, devant ce manque de compétitivité, il ne faut pas se surprendre que certains cherchent à en profiter. Je pense, entre autres, et je l'ai vécu dans plusieurs de mes tournées, entre autres en Abitibi et en Outaouais, je pense à des entreprises ontariennes qui se spécialisent et qui sont devenues expertes un peu à mettre le trouble à la frontière pour convaincre de nombreux candidats de l'immigration que quelques kilomètres plus à l'ouest, les choses sont moins compliquées. Alors, perdons jamais de vue que les nouveaux arrivants qui ont choisi le Québec, ils l'ont choisi pour plein de bonnes raisons, mais les débats constitutionnels n'en font pas partie. Je termine notre allocution en mentionnant l'importance de la régionalisation de l'immigration, un point sur lequel, je pense, nous sommes tous d'accord. Le gouvernement a révélé l'année dernière son plan d'action afin de privilégier la régionalisation dès la déclaration d'intérêt du candidat à l'immigration. Chapeau, c'est une excellente stratégie que nous soutenons. Cependant, pour que ce soit un succès, il faut s'assurer que les budgets soient présents et qui servent à faire la promotion des régions du Québec et que la représentation des régions soit forte pour participer à l'effort de séduction à l'international. Je crois d'ailleurs que les dirigeants de nos chambres de commerce sont très bien positionnés pour faire cette séduction à l'international. Dans un sondage qu'on a effectué en mai dernier à la FCCQ, 63 des répondants disaient ne pas connaître d'organismes qui pourraient les appuyer dans leurs efforts de recrutement international. C'est quand même un chiffre important. Nos employeurs en région doivent pouvoir bénéficier des mêmes excellents services qui sont d'ailleurs offerts dans les grands centres en ce moment. Alors, si je peux imaginer mon propos, dans nos kiosques d'information qui vendent ou qui font la promotion du Québec à l'international, oui, ça nous prend des photos du Stade olympique, du Château Frontenac, du Bonhomme Carnaval, mais ça nous prend aussi des photos des fjords du Saguenay, du lac Témiscamingue, du centre-ville de Rimouski, faire connaître tout de suite la beauté et l'ensemble du Québec aux gens qui veulent nous choisir. Alors, en terminant, sachez que la FCCQ sera toujours l'allié des élus qui souhaitent un Québec résolument ouvert à l'immigration et qui définit les contours de son action par une démarche rationnelle, chiffrée et qui donne une opportunité équitable à toutes les régions de se faire connaître auprès de nos futurs concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Milliard. Nous allons donc entamer d'ores et déjà la période d'échange avec les élus. Nous allons commencer du côté du gouvernement avec une période, je vous rappelle, de 16 minutes 30 secondes. La parole est à vous, Madame la ministre. Merci. Merci, Madame la présidente. Merci, M. Milliard. Merci à toute l'équipe de la FCCQ et à tous les supporters enthousiastes ici présents. Contente de voir un grand groupe. Ça montre l'importance que vous accordez à l'exercice, un exercice qui se veut essentiel et crucial par rapport à la nature des enjeux dont on discute et aux décisions qui seront à prendre au terme de cette consultation-là. Il s'agit d'une vraie consultation, Monsieur Milliard. Je voyais tout à l'heure que vous m'invitiez à faire preuve de transparence et à dire lequel des deux scénarios je privilégiais pour les futurs seuils en immigration. Et
je voulais vous dire que le fait même d'avoir soumis 2 scénarios, c'est de faire preuve de transparence. Je ne pourrais être plus transparente qu'en mettant sur la table ces 2 scénarios pour lesquels nous consultons les parties prenantes. Si, de votre point de vue, vous n'accordez pas de valeur à l'exercice qui est en cours, sachez que ce n'est pas mon cas. C'est ce pourquoi on tient cette consultation. Je peux répondre? Si vous le souhaitez. Oui, en fait, oui, parce que je suis d'accord avec vous. En fait, je fais partie probablement désormais d'un club dans lequel vous faites déjà partie, celui des mal cités, parce que j'ai justement mentionné que pour toutes les fois où on pense que les politiciens font des consultations alors que le rapport est déjà écrit, je suis d'avis que cette consultation-là a une pertinence importante. Par contre, je m'attends à ce qu'on connaisse votre décision rapidement à la fin des consultations, et non aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser. À la fin, d'accord. Voilà. Mais le Alors, on s'entend processus doit là-dessus. suivre son cours et c'est ce que nous faisons. Bien sûr. Alors, parfait. Alors, j'aimerais obtenir quelques précisions sur certaines de vos recommandations. Je commencerai par votre position, une position qui m'a surprise sur l'orientation 3. Vous mentionnez en fait que vous ne recommandez pas que la part de la sélection québécoise dans l'ensemble de l'immigration au Québec soit accrue. Les personnes donc sélectionnées par le Québec comprennent les travailleuses, travailleurs qualifiés, les gens d'affaires, les gens accueillis pour des motifs humanitaires. Et nous, le scénario qu'on propose, c'est de rehausser la part, un des scénarios qu'on propose, c'est de rehausser la part occupée par le Québec. Et vous avez des réserves par rapport à ça. Alors, je voulais comprendre le pourquoi vous avez des réserves. Oui, effectivement. Notre enjeu, c'est pas qu'il y ait davantage d'immigrants économiques. Évidemment, vous comprendrez que c'est quelque chose qu'on désire. Ce qu'on ne veut pas, cependant, c'est de faire la compétition entre l'immigration humanitaire, l'immigration des regroupements familiales et l'immigration économique. Dans nos recommandations, notamment, ce qu'on met de l'avant, c'est que les immigrants qui sont ici, qui ont déjà un permis temporaire et qui ont fait la preuve qu'ils étaient capables de s'intégrer, ne devraient pas faire partie des seuils. Donc, on devrait, au même titre que les étudiants, considérer qu'ils sont pleinement intégrés, qu'ils sont des facteurs de succès de l'intégration des immigrants au Québec. Et par le fait même de venir comparer un ou l'autre, c'est un faux débat. Donc, nous, ces personnes-là ne devraient pas être comptées dans nos seuils. De fait même, le pourcentage du 60 000 ou du 50 000 maintenu là, qui resterait, bien, par la force des choses, il serait plus important dans le calcul. Là. OK. Je comprends votre perspective. Je vous amènerai maintenant à la dernière recommandation. On reviendra à d'autres précédentes ultérieurement. En fait, la recommandation 22, je vais la lire là, pour le bénéfice des gens ici présents. Donc, vous proposez d'asseoir la révision pluriannuelle des seuils d'immigration sur des données probantes et par région, en favorisant des concertations plus fréquentes auprès des employeurs, organismes communautaires et ceux spécialisés en immigration. Alors, j'aimerais que vous me précisiez la pensée là, de cette mécanique que vous proposez. Comment est-ce que vous verriez que ça puisse fonctionner, puis quelle serait la nature des données dont vous croyez qui seraient essentielles pour la prise de décision? On a parlé tout à l'heure du grand succès que connaît la Commission des partenaires du marché du travail à regrouper tous ces acteurs-là et avoir des décisions claires parce que les bonnes personnes sont prêtes à la table et à partager ces données-là et à développer des visions communes. Malheureusement, lorsqu'on parle d'immigration, on n'a pas ce genre de tribune-là. C'est toujours sous l'égide du ministère de l'Emploi. Et lorsqu'on veut obtenir des données en provenance du ministère de l'Immigration, c'est toujours un petit peu périlleux. On a rarement réellement les données précises ou on n'a jamais l'occasion de débattre avec les personnes représentant le ministère de l'Immigration sur ces données-là. Notamment dans les conseils régionaux des partenaires du marché du travail. Il y en a 17 au travail dans l'ensemble des régions du Québec. Longtemps, il y a eu des représentants du ministère de l'Immigration qui étaient là, qui étaient présents pour discuter, de voir les obstacles à l'immigration puis au succès de l'employabilité de ces personnes-là. Malheureusement, c'est quelque chose qui a disparu avec les années. On demande à ce que ça revienne. On demande qu'il y ait une table de discussion équivalente à ce qui se passe à la Commission des partenaires du marché du travail, mais qui soit sous l'égide du ministère de l'Immigration afin d'avoir des débats sereins avec des positionnements, des engagements également de chacun des partenaires dans ces débats-là. Donc, quelque chose dont la composition s'apparaîtrait au CPMT correspondrait grosso modo aux intervenants que vous verriez qui soient autour de la table. Un véhicule similaire, oui. Okay.
Justement, restons avec la CPMT. Vous avez votre proposition d'accroître la concertation avec les acteurs du milieu, comme les associations patronales, de laquelle vous êtes membre. Donc, vous siégez, en fait, déjà à la CPMT. Est-ce que vous considérez que les travaux de la CPMT portant sur l'immigration devraient être renforcés, suivant ce que vous venez de proposer, ou encore vous verriez qu'une autre instance soit créée? Parce que vous dites qu'il faudrait que ce soit sous l'égide du ministère. Est-ce que c'est parce que vous verriez le CPMT qui a un lien avec le ministère, ou ce serait une autre instance à créer? Ça pourrait très, très bien être en dessous de l'égide de la CPMT, mais il faudrait qu'il y ait un engagement clair du ministère de l'Immigration à participer à ces travaux-là et à amener les informations nécessaires pour que tout le monde ait cette vue globale. La Commission des partenaires du marché du travail a toute l'expertise pour y arriver. Les gens autour de la place sont très compétents et représentent l'ensemble des forces vives en lien avec l'employabilité, puis les régions notamment. C'est une bonne place pour ça, mais on a besoin d'un engagement plus clair du ministère de l'Immigration dans la collaboration à ces travaux. Vous savez d'ailleurs que c'est un forum qui est un peu jalousé dans le reste du Canada. On est les seuls à avoir la qualité de cette institution-là qui, pour le bénéfice des gens qui ne la connaissent pas, rassemble les forces syndicales, patronales, l'éducation, communautaire. Alors, quand tous ces gens-là sont d'accord au Québec, on en a un bon bout de fait, là. Donc, moi, je considère qu'on a un véhicule splendide, mais qu'on le laisse un peu dans le garage, là. D'ailleurs, on le valorise beaucoup, ce véhicule-là, auprès du fédéral, notamment auprès de DSC, parce que c'est une instance, effectivement, qui offre beaucoup, qui valorise la concertation entre les différents milieux. Et je pense qu'effectivement, ça fait des jaloux. Donc, on s'en vante également. Avec raison. On interagit avec le fédéral. Je vous amènerai maintenant à la recommandation 13. Donc, vous proposez, en relation là, avec l'orientation 9, sur la régionalisation dont vous avez parlé tout à l'heure, de mettre sur pied une stratégie de développement de l'offre de logement adaptée aux besoins des travailleurs dans l'ensemble des régions du Québec, en concertation avec les chambres de commerce, entreprises et organismes communautaires. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner plus de précisions sur la façon dont une telle stratégie pourrait fonctionner et sur quelle base, dans le fond, on devrait sur quelle information on devrait se baser pour prendre des décisions à travers une instance de cette nature-là pour développer l'offre de logement? Est-ce qu'il ne s'agit pas de choses qui, normalement, devraient pas venir des régions elles-mêmes? Bien, ça vient justement de connaître la réalité et de ce qui s'en vient. Hein? Si on veut savoir, justement, on parle beaucoup du nombre de travailleurs étrangers temporaires, on parle beaucoup des besoins éventuels des entreprises, des organisations, ça se prépare. Donc, si on s'attend de créer, par exemple, une méga grappe au niveau de la filière batterie dans le centre du Québec, puis qu'on a besoin d'avoir un attrait soudainement de plusieurs milliers de nouveaux travailleurs, bien, il faut le prévoir, il faut voir c'est quoi les ressources qu'on a en présence pour accueillir, puis accueillir ces nouvelles personnes-là, ces nouveaux travailleurs-là. Donc, pour bien savoir le plan de développement des résidences, des domiciles à construire, ça nécessite d'avoir une vue que ces personnes qu'on a nommées pourraient donner aux instances afin de développer le plan. Est-ce que vous verriez que ces logements-là doivent être réservés, construits en fonction des personnes immigrantes ou pour les Québécois en général, espérant que des personnes immigrantes puissent s'y loger? Spontanément, je ferai attention de ne pas ghettoiser non plus là, certains quartiers ou certaines sections. Mais c'est le principal enjeu quand vous vous promenez en région comme moi, là, il y a une volonté d'accueillir les gens. On sait que l'immigration est une des solutions à bien des enjeux en région, mais ça revient toujours, qu'importe la région, à la question du logement puis cette capacité-là. Alors nous, ce qu'on dit, on sait que c'est pas un problème facile à régler, on n'arrive pas avec une baguette magique non plus, mais je pense que le réseau privé des chambres de commerce devrait faire partie de cette discussion-là. Bien sûr, je suis biaisé, je suis président de la Fédération des chambres de commerce, mais je pense que dans toute cette mer d'organisations publiques, parapubliques, il doit y avoir une voie privée qui peut amener un regard privé, et c'est un terme positif, à ces réflexions-là. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on propose un canevas, et puis Dieu sait que je ne veux pas non plus qu'on fasse de la structurite puis qu'on crée une CPMT 2.0 puis une autre organisation régionale. Si on peut être le plus simple possible, tant mieux, mais on doit inclure les gens qui sont derrière moi, à titre d'exemple.
Madame la Présidente, il nous reste combien de temps? Il reste 5 minutes 50, 49. Bon, je me lance dans une dernière question. Bien, d'une part, un des commentaires que je reçois beaucoup quand je suis en région, c'est la difficulté qu'ont les villes, les régions de construire du logement avec des entrepreneurs parce que les coûts sont additionnels. Donc, la distance crée un enjeu aussi. Parfois, il n'y a pas d'entrepreneurs locaux aussi qui se spécialisent dans ce domaine-là. Donc, si jamais vous avez des propositions à nous soumettre, on sera tout oui. Puis j'aimerais, en fait, je profite de votre passage pour prendre des nouvelles, en fait, du programme qu'on a annoncé il y a quelques jours à peine en Outaouais, pour savoir si vous avez eu vent déjà qu'il y a des entreprises qui s'inscrivaient dans un programme. Il s'agit d'un programme de francisation pour des petites entreprises. Donc, est-ce que vous avez eu des échos positifs déjà? Plusieurs types d'échos. Premièrement, il y a certaines régions qui sont jalouses, qui aimeraient aussi faire partie du projet pilote, puisque vous me le demandez. Mais trêve de plaisanterie, je pense que ça... J'espère que vous convenez avec moi que ça témoigne de notre volonté de contribuer. On n'est pas seulement en mode de se plaindre ou de proposer des solutions. On se relève les manches. On veut aider les entreprises dans le cadre du programme dont vous parlez de moins de 25 employés, donc qui ne sont pas assujettis à toute la nouvelle réglementation, de s'intéresser puis de fusionner avec la communauté d'affaires francophone. Alors, on a déjà des manifestations d'intérêt intéressantes. Il y a eu beaucoup d'attention médiatique sur ce point-là. Mais moi, je souhaiterais plutôt que l'attention médiatique diminue parce que je ne veux pas justement en faire quelque chose sous les projecteurs où on va dire à la personne qui a une petite entreprise de 5 employés, « Allez, apprends le français, puis on va regarder ta présentation puis ton PowerPoint. » C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit sous le radar, on veut que ce soit non-invasif, que ce soit volontaire. On veut que les gens aiment le français, puis ils l'aiment tellement qu'ils décident d'en parler de 9 à 5 aussi au travail. Alors, on peut dire ça, puis en même temps dire qu'on ne peut pas se priver de tous les talents dont on a besoin au Québec pour la seule question de la langue. Donc, je sais que vous ne visez pas non plus 100 %. Il y a un petit désaccord sur ce point-là parce que c'est peut-être un excès d'honnêteté, mais il faut quand même reconnaître que dans plusieurs secteurs, ça va être difficile d'aller chercher des expertises qui sont essentiellement francophones. Alors, il faut amener ces gens-là le plus possible. S'ils parlent déjà français, c'est très bien. Il faut les amener, il faut leur offrir rapidement les offres de francisation. Et moi, je continue de penser qu'une des belles offres de francisation, c'est de se promener sur le boulevard Taché à Montmagny, sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières ou sur l'avenue principale à Rouyn. Vous allez voir que le français va faire une grosse partie du travail. Effectivement, vous parlez de trifluvienne, alors. Oui, c'est vrai, oui. Madame la Présidente, je vais céder le droit de parole pour la suite. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean, il vous reste 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. On pourrait parler du boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, où les gens de mon âge vous parlaient de la Grande Rue, qui est la rue Richelieu. Monsieur Milliard, monsieur, madame, et votre... Bon, d'accord. Je savais que je partirais quelque chose, là. Mais je voulais enchaîner, ne serait-ce que pour rebondir sur ce dont vous parliez avec la ministre au sujet de ce programme Développer des affaires en français. Vous n'aviez pas encore terminé l'annonce que j'étais en train de texter avec le président de ma chambre de commerce, la CCIHR, pour se dire, il faut que tu embarques là-dedans, là, hein, embarque. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de mérite. Puis, je voulais rester là-dedans, mais question plus pointue, vous appuyez l'orientation 8, je vous ramène dans votre mémoire, c'est sur la bonification des actions visant la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. Pardon. Et je voulais savoir dans quelle mesure la meilleure manière de communiquer les différents outils disponibles pour être capable de louvoyer et de cheminer à travers ce qui, de toute évidence, pour certaines personnes immigrantes, est compliqué, pour qu'elles puissent s'intégrer rapidement au marché du travail québécois. Alors, deux questions, mais je les pose en même temps parce qu'on va arriver bientôt à 1 minute et quelques. Vous savez comment ça fonctionne? Alors, quelles sont les meilleures manières de communiquer et comment est-ce que la FCCQ peut s'impliquer dans le partage d'informations? Parce que c'est une chaîne, la communication. Hein? L'émetteur, le récepteur, entre les deux, il y a un paquet de monde. Bien, la meilleure façon, puis on sait qu'il y a des belles choses qui sont en train de se faire par rapport à ça à l'international, où on commence à préparer les candidats à l'immigration dès le départ à utiliser les ressources en place pour recommencer leur démarche de reconnaissance.
Ça, c'est des bonnes choses qu'on est en train de faire. Il faut renforcer ça, ça se fait bien. Là où est-ce que les chambres de commerce peuvent s'impliquer, où est-ce que nous, on peut s'impliquer, c'est qu'actuellement, toute la reconnaissance est beaucoup axée sur la diplomation. Hein, on est là pour voir en quoi tel diplôme correspond à tel diplôme, mais au niveau des expériences de travail, c'est très difficile de faire cette reconnaissance des acquis-là parce qu'on parle toujours en termes de diplomation. Donc, il y a un moyen par une approche par compétence, puis on travaille très fort sur ça. Vous allez nous en entendre parler dans les prochains mois, mais c'est par une approche par compétence qu'on est capable de venir reconnaître les vrais acquis puis les vraies capacités des candidats à l'immigration ou à n'importe quel Québécois qui apprennent autrement que sur les bancs de l'école. Il ne me reste pas assez de temps pour poser une question parce que vous ne pourriez pas répondre, mais avec les 15 secondes qui me restent, je veux dire que moi, je suis un grand régionaliste et ça ne changera peut-être pas l'opinion de la ministre par rapport à l'issue finale des enjeux, mais moi, je suis bien content que vous ayez emmené tout ce monde-là avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec un temps total de 12 minutes 23 secondes. La parole est à vous, Monsieur le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois. Bonjour à toute la délégation qui vous accompagne, à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Très heureux de vous revoir encore une fois sur un sujet extrêmement important. Que pensez-vous de la capacité d'accueil? Vous avez vu, je ne sais pas, la déclaration du PDG du Conseil du patronat qui disait que le problème du Québec n'est pas sa capacité d'accueil, mais sa courbe démographique vieillissante. Vous, à la FCCQ, est-ce que la capacité d'accueil au Québec est limitée ou illimitée? Je prends le temps de réfléchir parce que la réponse, c'est je ne suis pas certain qu'on le sait. Le point, c'est d'aller justement chercher ces données-là pour connaître notre position de base et ensuite savoir où investir. Alors, la position avec le Conseil du patronat n'est pas si différente de la nôtre. On veut savoir quelle est la réalité au Québec. On veut savoir où on doit investir pour accueillir le nombre d'immigrants qu'on veut avoir et que nos élus décideront. Alors, cette question-là de capacité d'intégration, pour moi, c'est un terme positif qui veut dire on en est où, puis qu'est-ce qui manque. C'est pas une façon de dire on n'a plus de place. Au contraire, sinon, on ne serait pas ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez en termes de tableau de bord? Parce que vous savez, écoutez, je ne vais pas faire de la politique, là, mais la plupart des ministres et des ministères, ils ont des tableaux de bord, des indicateurs. Genre, aujourd'hui, on parlait des chirurgies, on est capable d'aller voir qu'il y a 66 femmes en attente de chirurgie oncologique qui souffrent d'un cancer du sein. C'est aujourd'hui. Je suis capable d'aller chercher combien de personnes souffrent du cancer de la prostate qui sont en attente. Des hors normes, on en voit. On en voit beaucoup. Maintenant, vous, ce que vous voulez ramener sur la table, parce que vous êtes le premier groupe qui le mentionne, pour vous, un tableau de bord est très important pour savoir comment on navigue. Est-ce que j'ai bien résumé votre proposition? Lorsqu'on fait une analyse stratégique, toujours, dans n'importe quelle organisation, on veut savoir le portrait, le bilan de santé de ton organisation pour savoir, un, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, et deux, de connaître les impacts des actions qu'on va mettre en place. Donc, un tableau de bord gouvernemental en immigration, puis c'est pas uniquement nous qui l'avons dit, hein, la Commission des partenaires du marché du travail l'avait mis dans leur mémoire, le gouvernement l'avait mis dans son plan d'action en régionalisation qui a été émis l'année passée. Il y a moyen d'avoir des consensus, on est capable d'y arriver. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des données claires, de savoir que si aujourd'hui, il nous manque 500 logements dans une région, si on fait des investissements majeurs, ça va être quoi les répercussions dans 1 an? Ça va être quoi les répercussions dans 2 ans? Est-ce que les investissements qu'on a faits ont atteint les résultats? Pour être sûr, parce qu'au Conseil exécutif, moi, je suis capable d'aller voir au niveau du ministère, parce que vous parlez de plan stratégique, juste pour qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on veut exactement. Je peux voir au niveau du site du ministère, par exemple, l'immigration, c'est donné un tel objectif par rapport à la francisation, sont à 80%, à 70% d'atteinte d'objectifs. Tout est détaillé en bas. Ça, c'est on l'a, c'est des données qu'on a. Vous, aujourd'hui, ce n'est pas ces données qui vous intéressent. Ce qui vous intéresse, c'est autre chose. C'est un tableau de bord sur l'immigration permanente, est-ce que c'est sur le temporaire, est-ce que c'est sur la régionalisation? C'est quoi vos indicateurs que vous cherchez aujourd'hui? Que la FCCQ demande d'une manière très claire que si on a ces données, on va avoir le vrai portrait de l'immigration. Parce que par rapport au ministère, on l'a. On a les indicateurs, ils sont là. C'est comme les autres ministères.
C'est sûr qu'au cours des derniers mois, dernières années, on a identifié plusieurs indicateurs. On n'a pas, encore une fois, on n'a pas la connaissance absolue, mais ça demeure que oui, l'accès au logement est un des principaux indicateurs qui est utilisé par nos membres. Ceux qui suivent, c'est l'accès aux cours de francisation, c'est le transport en commun, l'accès aux services de garde. Ça peut être également la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Donc, il y a un ensemble de facteurs qu'il faut être pris en considération. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on recommande justement d'avoir un tableau de bord qui pourrait être discuté à la CPMT, de toute évidence, afin d'avoir une perspective beaucoup plus large de tous les indicateurs qu'on a besoin pour réussir à retenir nos immigrants, à s'assurer qu'ils soient intégrés et par le fait même viser une régionalisation de ces immigrants. Jeu avec ça. Je vous donne un exemple parfait. Est-ce qu'il y a une crise du logement au Québec? C'est évident qu'il y a une crise du logement au Québec. Là. Oui. Je pense qu'il n'y a plus personne qui en doute. Mais l'enjeu, c'est est-ce qu'on sait exactement combien de logements, dans quelle ville, quel type de logement qu'on a besoin? C'est très difficile d'avoir ce degré de détail-là. Ce qu'on va avoir comme information, c'est qu'on a un taux d'inoccupation à Sherbrooke de 0,2 % des logements. Exemple. Ça en l'air, ça ne doit pas être si loin de la vérité. Mais ce 0,2 % si moi je fais venir 10 000 personnes demain matin, est-ce que c'est suffisant? Ouais, non, mais c'est une très bonne question. Ça veut dire que demain, d'ailleurs, il y a pas mal de très bonnes entreprises que j'ai eu l'occasion de visiter à Sherbrooke. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas monter des tentes, on ne peut pas faire des maisons préfabriquées. Le gouvernement est incapable de livrer les CPE préfabriqués à Québec. On arrête l'immigration à Sherbrooke? Après, ça devient une impulsion politique, une décision politique sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est ça le point. C'est pas, ça semble complexe, c'est tout simple. Là. On veut, j'ai envie d'utiliser, comme disait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut juste le voir. On veut voir les chiffres qui permettent d'avoir une meilleure idée de la réalité migratoire dans chaque région. Moi, personnellement, j'ai pas la science infuse, mais moi, je vois plus de valeur à savoir quelle est la capacité d'accueil de nouvelles personnes au Bas-Saint-Laurent en 2023 que de savoir qu'on va accueillir, exemple, 50 ou 60 000 personnes. À partir du moment où on sait environ, on n'est pas à une personne près, qu'on peut accueillir, je ne sais pas moi, 2200 personnes au Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est la réalité. Maintenant, en tant que gouvernement, qu'élu, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on veut que ce soit le double? Bon, si on veut que ce soit le double, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme investissement? C'est juste d'avoir les deux yeux en avant des trous, en fait, finalement, par rapport à la réalité régionale, plutôt que de juste avoir un chiffre qui parle, mais qui ne dit pas tout sur la réalité du Québec. Oui, ben, au fait, je comprends ce que vous voulez dire par rapport au tableau de bord. Je vais parler des travailleurs temporaires étrangers. J'ai eu la même discussion, presque la même question que je vais vous poser. Pensez-vous que c'est la voie utile? Et l'autre question, on va se le dire, on s'est vu lors de la réforme du PEC. Vous l'avez dénoncé. Vous n'étiez pas les seuls. Je l'ai dénoncé. On a perdu quand même 4 ans. Heureusement, la ministre, il est venue. Moi, je le dis souvent, la ministre, elle est chanceuse parce qu'elle réforme les réformes du passé de son prédécesseur. C'est une bonne nouvelle. Mais on a perdu du temps. Et en parallèle, on voit que le nombre de travailleurs temporaires étrangers explose au Québec avec tout ce que vous savez en termes de problèmes. Pourquoi nous sommes rendus là? Il y a 2 types de travailleurs étrangers temporaires. On en a notamment où il y a des vrais enjeux temporaires, exemple dans le milieu agricole, puis on en a une autre proportion importante de ces travailleurs étrangers temporaires-là qui sont là pour combler des besoins permanents. Si on a recours aux travailleurs étrangers temporaires, c'est pas parce que les employeurs veulent abuser des travailleurs, là. C'est pas vrai, c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que le mécanisme d'immigration permanent ne fonctionne pas. Il est trop long, les délais sont trop... J'aimerais bien vous entendre... Non, mais on va se dire les vraies affaires. Est-ce que les seuils, selon vous, depuis 2018 qu'on a dit, on déchèque 18 000 dossiers, on baisse ça à 40 000, on joue avec les seuils parce que ce n'est pas payant politiquement de dire qu'on a augmenté la part d'immigration, on trouve en parallèle un système pour ramener les travailleurs, on s'entend, les employeurs ne veulent pas rater des contrats, ne veulent surtout pas licencier du monde,
ils font appel au programme travailleurs temporaires étrangers parce que le gouvernement ne voulait pas ouvrir ni dire les vraies affaires par rapport au nombre de postes vacants. On n'embarquera pas sur le fait de savoir les raisons derrière la baisse du seuil. Il y avait des raisons qui avaient été mises à l'époque. On n'avait pas exprimé notre accord, évidemment, non plus à ce moment-là. Mais il reste que, oui, une des raisons des délais d'immigration qu'on a au Québec, qui sont beaucoup plus grands, on parle de 17 mois versus 5 mois. Hein. Aujourd'hui, là, on est allé voir, là, c'est 5 mois dans les autres provinces. Un de ces enjeux-là qui a causé ça, c'est un amas de demandes d'immigration qui sont en attente au fédéral, pas en raison que le fédéral les traite, en attente que les seuils soient suffisamment importants, donc que le Québec donne l'accord au fédéral de traiter ces demandes de résidence permanente-là. En train de me dire que le Québec, le gouvernement du Québec, d'une manière délibérée, contribue à l'augmentation du nombre de travailleurs temporaires étrangers parce que ces seuils sont limités. À savoir si c'est délibéré ou non, je ne crois pas que ça soit délibéré, là. C'est un enjeu peut-être à côté, une conséquence d'une décision qui a été prise. Mais oui, effectivement, la diminution des seuils puis la faible augmentation ont causé ces délais-là. Vous êtes vice-président Travail Capital Humain, vous siégez à la CPMT, vous connaissez très bien les besoins du marché du travail. On peut atteindre les seuils actuels si on suit la logique, même pas au bout de 4-5 mois. La seule façon qui reste pour nos employeurs, c'est les permis temporaires, c'est les permis fermés, c'est le recours aux travailleurs temporaires étrangers. Avec le fédéral, il y a du 20% sur la table, il y a du 30%. Moi, je vous pose une question très directe. Aujourd'hui, le réseau des chambres de commerce, est-ce qu'il est pour du permanent ou du temporaire? On est pour du permanent, évidemment, pour les postes qui sont besoin permanents. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un système qui fonctionne, par exemple, par notre solution d'enlever des seuils les travailleurs étrangers temporaires qui ont acquis cette expérience-là, qui passait par le programme de l'expérience québécoise, si on les enlève des seuils, on pense qu'on va réussir avec les systèmes qu'on a actuellement, à combler ce déficit-là et à avoir un système qui fonctionne bien. Très clair. Dernier point, il me reste 1 minute. Permis de travail fermé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu beaucoup de choses. Je ne veux pas vous parler de l'esclavagisme, rapport des Nations Unies, le rapporteur qui est venu au Québec. Ce n'est pas bon pour le Québec, ni pour les marges. Et je ne dis pas. La plupart des employeurs, c'est des bonnes personnes. Qu'est-ce que vous en pensez des permis de travail fermés? Ce qu'on a remarqué, c'est que dans les autres provinces canadiennes, on n'a pas nécessairement le même problème. Au Québec, il y a une particularité. On a des EIMT nominatives, ce qui fait que chaque demande de permis de travail est associée à un individu. Donc, je dirais, il faudrait peut-être regarder si on conserve ou non des EIMT nominatives et si on fait ce changement-là. Ce serait quoi, votre solution, concrètement? En 10 secondes. Ouais. En fait, là... dans les autres provinces du Canada, un travailleur peut changer d'employeur quand il veut, même avec un permis fermé, tant que l'employeur a une EIMT valide. On doit enlever la nomination. Merci beaucoup. Alors, on a terminé avec l'opposition officielle. Il nous reste une dernière ronde de négociation, une dernière ronde d'échange avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. La parole est à vous. Merci. Je voulais revenir sur quelque chose, puis merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur ce qu'on disait tantôt, augmenter la part de l'immigration sélectionnée par le Québec. Moi, je trouve ça toujours intéressant parce que, d'une certaine façon, nos immigrants sont tous sélectionnés par le Québec. Ils reçoivent tous un certificat de sélection du Québec. Tout le monde a un CSQ. Ils sont sélectionnés. Après, quand on dit que le fédéral choisit l'immigration familiale, c'est quand même pas le gouvernement fédéral qui choisit notre conjoint, notre conjointe, notre enfant, là. Je veux dire, il faut aussi ne pas exagérer en ce sens où qui choisit quoi, dans ce sens où il n'y a pas toujours un choix qui a été fait. Et on ne veut certainement pas que le gouvernement commence à dire qui on marie, certainement pas. C'est pas ça la question. Et donc, dans ces scénarios-là, le Québec choisirait pas plus que le fédéral. Donc, il faut faire attention quand on parle de qui est sélectionné par quoi, finalement, quand il y a une réelle sélection ou quand il n'y en a pas. Votre recommandation 20, je la trouve très intéressante, celle sur vous optez là, pour le scénario 1. Cela dit, quand je note toutes vos recommandations, il y a énormément de recommandations aussi d'exclure certains volets, certaines catégories, certains groupes du seuil.
Alors, par exemple, recommandation 6, exclure du seuil des sélections les autres candidats ayant réussi le niveau de français, un certain niveau de français. Recommandation 7, admettre en continu des gens du volet de PEC travailleurs. Recommandation 18, exclure la régularisation des seuils. 21, admettre en continu les travailleurs étrangers. Bref, qu'est-ce que veut dire le 60 000 finalement si hors seuil, on en traite 5, 10, 15, 20 000? Finalement, la question ou la preuve, c'est que le seuil, même proposé, même le scénario, même votre recommandation 20, ça ne fonctionne pas. Finalement, vous êtes beaucoup plus haut que ça. Mais la recommandation 20, c'était de répondre à A ou B. Oui. Il n'y avait pas de C. Alors, Et la C. oui. Tu sais, c'est quoi? Parce que finalement, si on exclut tout du seuil, là, ou une grosse partie du Pas seuil, tout. mais une grosse partie, qu'est-ce qu'on détermine finalement? Qu'est-ce qu'on décide? Et la question de fond, c'est vous êtes plutôt à 80, vous êtes plutôt à 90, vous êtes à 100, vous êtes où? Ce qu'on dit, c'est que lorsqu'une personne démontre qu'elle a été intégrée, qu'elle a vécu au Québec, qu'elle a vécu en français, on ne devrait pas les calculer dans les seuils. Donc, rendu là, à ce moment-là, ce qui reste dans les seuils, c'est des gens qui n'ont pas encore fait l'expérience du Québec. C'est des gens on va avoir besoin de mettre à profit notre capacité d'intégration. Donc, encore une fois, c'est ces gens qui sont pas encore venus, que ce soit des regroupements familiaux, que ce soit des demandeurs d'asile, peu importe, les autres systèmes d'immigration, c'est ceux-là qu'on veut évaluer. Est-ce qu'on a la capacité ou non de les accueillir, de les intégrer convenablement? Parce que ce qu'on dit dans notre mémoire, c'est que les autres, ils sont intégrés, ils ont déjà démontré être capables de vivre et de contribuer à notre société. Vous estimez à combien ces gens-là? Si on avait estimé toutes vos recommandations d'hors seuil, PEC travailleur, diplôme ou le niveau de français, la régularisation, on est où à peu près dans votre calcul? Si je peux me permettre, au niveau des calculs, c'est difficile à déterminer parce que pour les travailleurs étrangers temporaires, certains vont vouloir s'établir au Québec, tandis que d'autres, non. Pour qu'est-ce qui est des candidats, je ne veux pas dire candidats, mais ceux qui viennent de l'ordre humanitaire, je parlais entre autres des sans-papiers, les données qu'on a sont très vagues. On parle entre 20 000 et 500 000. Donc, c'est sûr qu'actuellement, nous allons prôner pour plus de données. C'est difficile par moment, on le comprend, mais on ne peut pas arriver avec un seuil définitif aujourd'hui, à ce moment-ci. On a besoin de plus d'informations et on cherche aussi à voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour, sans doute, rehausser notre seuil, si c'est possible. Vous avez parlé tout à l'heure des délais de traitement. J'imagine que vous prônez un délai de traitement égal dans chacune des catégories ou si vous dites que c'est seulement la catégorie des travailleurs qui devrait avoir un traitement privilégié en 6 mois au moins, comme vous le disiez? Si on est capable de donner à tous la capacité de traiter en 5 mois, tant mieux. Mais là, il y a un facteur de la réalité des faits, peut-être. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame, Messieurs. Merci pour l'apport à cette commission. Je vais suspendre les travaux quelques instants, le temps de permettre au prochain groupe de s'installer. Merci.